Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sud Radio, la radio du rugby. On attend ce moment depuis 9 mois, plus de 9 mois, le mois d'août même presque, on a envie de dire, et ce fut à la fois long et rapide, mais c'est celui qu'on a tous envie de voir, de vibrer maintenant avec celui des phases finales de Top 14. Et il y en a un qui est là depuis ce mois d'août finalement, qui vibre avec nous chaque week-end, c'est Quentin Cabanis. Depuis quelques mois d'août déjà. Depuis quelques mois d'août. Bonsoir Clément, bonsoir à toutes. Ouais, on avait hâte que ça démarre et ça y est, on est enfin dans le sprint final avec le début des phases finales ce soir. Et ça promet déjà un très très beau match entre la section paloise et le Racing. Est-ce que tu sens un parfum différent cette semaine ? Moi j'ai mis le même, mais sinon l'ambiance, oui, ça y est, les choses sérieuses commencent vraiment, même si je pense que pour certains clubs, les phases finales ont commencé il y a déjà quelques semaines, notamment La Rochelle ou le Racing qui avait des matchs extrêmement décisifs sur les dernières semaines. Donc je pense que pour eux, les phases finales ont déjà débuté de manière non officielle depuis plusieurs semaines. On va se rapprocher de La Rochelle et aller dire bonjour à Jean-Baptiste Elissalgue. Bonsoir, même Jean-Baptiste. Bonsoir messieurs. Comment ça va, Jean-Baptiste ? Ça va bien, plutôt bien. Un peu impatient, excité à l'idée du match de demain soir presque, plus que celui de ce soir ? Non, je vais les regarder ces matchs avec beaucoup d'attention. C'est vrai que notre championnat arrive à son terme et un nouveau commence avec des matchs de phase finale, éliminatoires. Ça reste toujours des matchs un peu particuliers. C'est quand même bien différent de l'année dernière puisque 5 équipes sur les 6 n'avaient pas participé aux phases finales l'année dernière. Donc il y a un peu de renouvellement pour vous dire que c'est très serré. Et que ça risque d'être assez serré d'ailleurs sur les 2 matchs du week-end. Et puis il y en a un qui profite de ce week-end, voilà, parce qu'il passe jamais par la case barrage. Il vient direct en demi-finale, Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe. C'est l'homme de tous les clubs, Philippe. Eh oui, mais il en profite. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. J'ai cru apercevoir un petit passage en cryothérapie. Est-ce qu'il a fait du bien, ce passage en cryothérapie cette semaine, Philippe ? Il a fait beaucoup de bien. J'ai même doublé la séance. Je vous le conseille messieurs. C'est parfait. Mais parce qu'on était tous en attente du verdict médical pour Philippe Spanghero qui s'est fait un genou la semaine dernière. C'est le 22 le verdict, messieurs. Je prends mon mal en patience. On espère qu'il sera le positif, évidemment, et on va faire un coucou en direct du stade du Hameau à Arnaud Ray qui commentera cette rencontre entre Pau et le Racing pour nous. Bonsoir Arnaud. Salut messieurs. Bonsoir Arnaud. Comment ça va ? Est-ce qu'il fait beau ? Est-ce qu'il fait chaud au stade du Hameau ? Je vous confirme, il fait pas froid. Non, il fait très très chaud ici au stade du Hameau. Alors chaud en termes de température, mais chaud aussi en termes d'ambiance. J'étais à l'arrivée des joueurs il y a quelques minutes. Je peux vous dire que l'ambiance était très 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 chaude. Le public palois est venu en nombre. Le stade qui sera évidemment à guichet fermé pour la 6e fois de suite. Ça s'annonce bouillant ce soir, messieurs, cette rencontre. Eh bien, on a hâte Arnaud, et on revient vers toi dès qu'on parlera de cette affiche entre Pau et le Racing et qu'on détaillera tout à l'heure. Pour quelques instants, évidemment, chacune des 2 équipes, leur parcours qui n'ont rien de semblable. Ça a été assez différent et c'est très intéressant d'analyser tout ça. Avant de se plonger dans ce premier barrage, on va revenir sur les informations de la semaine avec Quentin Cabanis. On va commencer avec Tom Willis, le 3e ligne des Saracens qui a été désigné joueur de l'année en première chip, l'anglais de 27 ans qui sera joueur du top 14 la saison prochaine puisqu'il va rejoindre l'Union Bordeaux-Bègles, le double champion d'Europe en titre. Et avec ce choix, il tire un trait sur la sélection anglaise, mais je cite, je n'ai aucun regret, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de retrouver le top 14. Donc voilà, quand même une sacrée figure qui va débarquer du côté de l'Union Bordeaux-Bègles avec Tom Willis. Pour défier Perpignan en access match demain à 18h, Provence Rugby sera privé d'un des joueurs cadres de son effectif, Setareki Bitouni-Yata, l'un des meilleurs joueurs de Pro D2 et l'un des meilleurs joueurs des phases finales de Pro D2 qui s'est blessé lors de la finale perdue par Aix-en-Provence contre Vannes 18-14. Il ne sera donc pas disponible demain pour affronter l'USAP. Un ancien pilier champion du monde va débarquer en Pro D2, mais alors pas sur le terrain, sur le banc de touche. C'est Steenkamp, le pilier Springbok champion du monde en 2007 qui va arriver en tant qu'entraîneur de l'AS BH la saison prochaine. Des joueurs qui eux ne joueront pas les phases finales, ou en tout cas pas cette journée de phase finale, c'est Yacouba Camara et Fabien Sanconi. Les 2 troisième lignes sont suspendus. Camara, après un carton orange le week-end dernier, a écopé de 3 semaines de suspension et pourrait manquer une potentielle finale du top 14 pour le MHR. Sanconi
Anthony, lui, a écopé de 2 semaines de suspension. Enfin, dans un communiqué, la Ligue nationale de rugby a annoncé que 6 joueurs de Pro D2 sont convoqués par la commission de discipline pour paris sportifs. Leur audience aura lieu le 17 juin prochain. Alors, les 6 hommes, il y a les Aurillacois Yabaki et Talalua, l'Angoumoisin Léo Labarthe, le Grenoblois Elie Eglen et l'Agenais Mathias Jean, ainsi que Irakli Sradadze, un joueur qui est sans club après un passage notamment du côté de Soyaux-Angoulême. Mais pour être complètement complet, Clément, on a les compositions pour les affiches de demain, avec notamment ce Stade Français à La Rochelle. Pour le Stade Français, première ligne Allo Émile, Nicotera et Allo Émile. Deuxième ligne Gabriag et Azago. Troisième ligne Alaifonoa, Johan Tanga et Romain Briat. La charnière Kerbaralo Carbonel. Ozel Marchante et Dakuaka. Au centre Noah Néné, Jérémy Ward. À l'arrière Léo Barré. Sur le banc Pérez Blanc, Iscario, Pesanti, Rigoyen, Abadi, Tanivili, Ezeala et Milikidze. Pour La Rochelle, première ligne Wardi, Latou, Sclavi. Deuxième ligne Kanté, Samba et Corrier, troisième ligne Gégou, Aldrit, Boudéan. La charnière, pas de surprise, Le Garec, Astoy, Ozel, Jack Noël et Nignashvili. Au centre, Jules Favre et Laguivala. Et à l'arrière, West. Pour le banc de touche Rochelet, Bourgarit, Panverne, Lavaux, Timo, Levani Botia, Seuiltoni, Thomas Bergeon et Kuntelia. Alors parmi toutes ces informations, Jean-Baptiste Elissade, est-ce qu'il y en a une qui t'attire plus que l'autre ? Je vais regarder comment va se comporter la première ligne de La Rochelle face à ce qui se fait de mieux peut-être dans le championnat en termes de mêlée avec Montpellier. C'était la première ligne du Stade Français. Donc ils ont choisi de mettre Milikidze remplaçant, c'est ça? Oui. Exactement, ouais. Numéro 23. Ouais. Il y a peut-être un petit coup stratégique du côté du Stade Français, qui voudra certainement faire la différence dans ce domaine-là. Si on se réfère au match de la semaine dernière, il va falloir que La Rochelle soit un peu meilleure en conquête pour essayer de rester collé au Stade Français et de créer une performance. Philippe, est-ce qu'il y a un autre sujet qui t'intéresse, ou est-ce que c'est aussi ce Stade Français La Rochelle qui t'attire? Non, il y avait l'absence de Bitouniata qui va être préjudiciable aux Provençaux demain, mais on reparlera, je pense, plus en détail de l'Access Match tout à l'heure. La recrue bordelaise, Tom Willis, son frère a été élu meilleur joueur du top 14 la saison dernière, lui meilleur joueur de la première chip cette année. C'est une drôle de fratrie. Qui va manquer à l'Angleterre. Si t'imagines, tu te prives du meilleur joueur de première chip et du meilleur joueur de top 14 pour ta sélection. C'est quand même fou. Ouais, forcément pour la sélection c'est pas une bonne nouvelle, mais pour l'UBB c'en est une très bonne. Alors ils vont encore se densifier un peu devant et renforcer leur profondeur de banc, parce qu'ils étaient déjà bien fournis en troisième ligne. Mais sachant que pour compléter en ce qui concerne justement les paquets d'avant de l'UBB, Duprez pourrait mettre fin à sa carrière en raison d'un trop grand nombre de protocoles. On sait pas trop, parce qu'on a vu c'est pour ça que j'ai dit pourrait. On a vu des articles passés qui disaient on se dirige vers une fin de carrière. Lui, sur ses réseaux sociaux, a dit ne croyez pas tout ce que vous lisez dans la presse. Donc à voir. Évidemment, ça sent pas très bon, hein, vu que son absence s'est prolongée depuis 3 matchs cette saison. Exactement. Donc on espère surtout qu'il pourra un jour peut-être remettre les pieds sur le terrain, mais encore beaucoup de flou autour de la situation de Jean-Luc Duprez. Et c'est vrai que Tom Willis est quand même auteur d'une saison, même s'il ne s'est pas qualifié en demi-finale avec les Saracens de première chip, auteur d'une saison où il bat beaucoup plus de défenseurs que des ailiers, notamment, alors qu'il est troisième ligne centre. En termes de franchissement, c'est aussi impressionnant. De mètres parcourus, il est tout en haut de la pile. Donc oui, gros recrutement pour l'Union Bordeaux-Bègles, c'est certain. Quentin, est-ce que toi, il y avait une info qui t'intéressait ou pas? Moi, elle m'intéressait toutes, oui, évidemment. C'est toi qui les as faites. Non, bien sûr. Alors forcément, moi je trouve que l'arrivée de Tom Willis pour l'UBB, c'est quand même un joli signe. Et il y a aussi l'absence, je pense, de Camara pour les phases finales pour cette équipe du MHR qui peut coûter, parce qu'il a quand même fait une grosse saison. Il a eu un rôle prépondérant dans cette équipe du MHR. Donc je pense que la suspension de Camara là pour 3 semaines, ça peut coûter cher à Montpellier, notamment en touche. Oui, Yacouba Camara, le troisième ligne de Montpellier, qui avait pris un carton orange le week-end dernier à Lyon. Je trouve ça c'est un peu dur, 3 semaines.
2 ça aurait été bien. Ça lui permettait s'il y avait finale, de pouvoir revenir. Là, je me mets à sa place. Je suis pas sûr que ça va vraiment nuire c'est un très bon élément à Montpellier, parce qu'ils ont eu l'habitude de tourner, ils ont du monde, mais plus pour lui, quoi. C'est un peu dérangeant. J'ai vu l'image, il y a rien à dire sur le carton, mais 3 matchs, ça me paraît beaucoup. Et je sais pas s'il a pu faire. Des fois, tu sais, il faut un exercice de plaquage. Stage. Montpellier doit faire appel de la décision. Ouais. Donc peut-être que ce sera ramené à 2 semaines et qu'il pourra éventuellement jouer une finale de top 14. Mais ça serait bien pour lui, ça serait mérité en plus. Ouais. C'est dommage. On va, merci beaucoup en tout cas pour ces infos, messieurs. On va revenir d'ici quelques instants et se plonger sur l'Access Match qui a lieu demain à 18h, une des rencontres les plus tendues de la saison entre le 13e de top 14 et le finaliste perdant de la Pro D2. Perpignan se déplace sur la pelouse de Provence Rugby, et pour en parler avec nous, l'ancien capitaine emblématique de l'USAP, Mathieu Acebes. Ne bougez pas, on revient dans un instant. De retour à presque 3/4 d'heure de ce premier match de barrage entre Pau et le Racing 92. Le temps pour nous de se plonger sur le match d'accession entre l'avant-dernier du top 14 et le finaliste perdant de Pro D2. Provence Rugby reçoit Perpignan. Provence Rugby défait à Ernest Vallon à Toulouse lors de la finale de Pro D2 le week-end dernier, 18-14 par Vannes qui montera donc en première division la saison prochaine, et les compositions sont tombées il y a maintenant 2 heures, avec en première ligne Lino Julien, Romain Laterade et Thomas Francis pour Provence Rugby. Andrés Zafra sera le capitaine en seconde ligne. On a une troisième ligne assez classique avec Harrison, Jalagagna, Gambini, Arthur Coville et Caleb Mouns à la charnière, Léo Drouet et Adrien Lapeg qui fait son retour aux ailes, Inga Fino et donc Baptiste Lenoir titulaire au poste de numéro 13 en l'absence de Sektareki Bitouni-Yata, et enfin le très surprenant sur cette deuxième partie de saison, Manuel Varero à l'arrière. Et pour cette équipe de Perpignan, Tetrashvili, Sema Malolo, Kyrian Brooks en première ligne, Johnny Gray, Mathieu Tanguy en seconde, Van Tonder, Oviedo X en troisième ligne, la charnière James Lourda Pieta. De La Fuente sera le capitaine aux côtés de Dugui Valou pour animer la perte de centre, Théo Fornet et Jefferson Lee Joseph aux ailes, et enfin l'international italien Tommaso Allan aux ailes. Et pour en parler de ce match avec nous, l'ancien capitaine emblématique de cette équipe de Perpignan, Mathieu Acebes. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Comment ça va ? Ben ça va bien. On attend avec impatience ce match demain de l'USAP, et voilà, hâte de voir l'atmosphère qui va régner autour du stade et le comportement de mes anciens coéquipiers. Alors je l'ai dit, ancien capitaine de cette équipe de Perpignan, 8 saisons entre 2016 et 2024, plus de 160 matchs joués. Vous êtes au Biarritz Olympique depuis 2024 et vous jouerez l'an prochain votre dernière saison en professionnel, mais avec ces 2 access matchs que vous avez eu l'occasion de jouer en 2022 et 2023 en tant que capitaine, comment est-ce qu'on aborde cette rencontre si particulière ? Mais je dis souvent que ça a été les 2 matchs les plus difficiles de ma carrière, parce que au final on n'a pas grand chose à gagner, si ce n'est ce qu'on a déjà en fait, et c'est très dur à aborder, parce que par contre on peut tout perdre, parce que vous descendez, les territoires en souffrent, les commerçants, les supporters, vous-même vous en souffrez, et en fait vous faites face à une équipe qui elle a tout à gagner. C'est pas comme une finale de championnat où bon, vous avez perdu mais vous êtes quand même allé en finale, vous êtes 2e du championnat ou de votre ligue, c'est quand même un beau parcours, même si on veut tous gagner. Quand vous perdez l'access match, vous perdez tout, c'est-à-dire que vous descendez de division, votre vie elle peut changer, vous changez la vie de beaucoup de gens, donc c'est ça qui est difficile à aborder, et souvent on l'a vu, ça s'est vérifié. Je pense qu'avant que nous on gagne contre Mont-de-Marsan et Grenoble, ça a toujours été l'équipe de Pro D2 qui l'a remporté. On a vu encore dernièrement Nice qui a battu Mont-de-Marsan. C'est pour dire si ce match est difficile à aborder psychologiquement. Philippe Spanghero, c'est vrai que ce rendez-vous qui est instauré depuis la saison 2017-2018, en tant que observateur ou spectateur neutre, il est plaisant parce qu'il est rempli de tension, mais on n'imagine pas justement la pression qui repose sur les épaules de ces 2 équipes.
On imagine déjà, salut Mathieu, ça me fait plaisir de t'entendre. Mathieu nous l'a très bien expliqué, c'est-à-dire que les joueurs ont conscience de ce qui est du poids qui pèse sur les épaules pour le club qui joue pour pas descendre, le club de top 14. Et donc il y a des enjeux qui sont très importants, dont les joueurs ont conscience, et ça rajoute de la dramaturgie. Moi je trouve qu'elle est intéressante cette formule parce qu'elle permet quand même de voir dans le temps qu'il y a très peu d'écart de niveau quelque part entre le bas du top 14 et le haut de la Pro D2. Ça, c'est rassurant quand même pour l'homogénéité de notre rugby professionnel. Parce que même si ces dernières années, la tendance s'est inversée et que c'est les clubs du top 14 qui se maintiennent, ça reste des matchs très très âpres, disputés, incertains. Encore l'année dernière à Grenoble pour l'USAP. Moi, la question que j'ai envie de poser à Mathieu, elle concerne le contexte de cette année pour l'USAP qui est très particulier parce que l'USAP, les saisons précédentes, a joué cette 13e place assez tard, donc était dans la course jusque tard dans une autre optique, n'était pas focalisé sur cet access match là. C'est un scénario qui est quand même inédit. Depuis le mois de décembre, on a cette équipe qui est focalisée sur ce match. Donc dans la tête, à la fois c'est hyper intéressant parce que au moins on sait où regarder depuis longtemps et comment se préparer. Mais à la fois, avoir un seul match en tête depuis des mois, ça peut rajouter vraiment une pression supplémentaire à celle qui est déjà hyper forte. Ouais, ça va Philippe. Écoute, ouais, je suis d'accord avec toi. Ce qui est difficile cette année pour l'USAP, c'est que ils savent depuis un moment que leur destin sera l'access match, passera par l'access match. Et ce qui est difficile, c'est que ça a été dur aussi, je pense, pour le staff à gérer, puisque on voit sur les derniers matchs de l'USAP que les équipes ont pas mal tourné. Par sécurité ou par gestion, enfin on le sait pas parce qu'on n'est pas dans les à la place du staff, mais ce qui est sûr c'est que Aix-en-Provence eux sont sur 7 gros voire 8 gros matchs sur la fin d'année. L'USAP a été plus dans la gestion. Maintenant après j'essaye de prendre un peu de recul et de pas parler avec l'amour que j'ai pour l'USAP, mais quand je vois quand même l'équipe de l'USAP cette année, l'équipe qui a sur le papier qui va jouer, je pense que s'ils sont concentrés à être vraiment à leur top niveau, sans manquer de respect à Aix-en-Provence qu'on a rencontré cette année avec le Biarritz Olympique, ça va être difficile pour Aix-en-Provence. Après, il y a une donne qui peut changer le contexte du match, c'est que demain il va faire 40 degrés sur synthétique. Aix, je pense qu'ils ont dû faire une semaine où ils ont été très soft sur l'entraînement, mais ils auront le rythme de la semaine dernière parce que la semaine dernière, la finale a été très costaud en termes d'intensité, notamment dans les 25 premières minutes où Aix a été capable de proposer des séquences défensives énormes face à Vannes qui était le grand favori et je pense que Vannes est content d'avoir gagné la finale parce que ça a été dur pour eux. Et là, l'USAP a fait tourner la semaine dernière. Donc voilà, question de rythme, c'est la seule interrogation que j'ai sur ce match. Parce qu'après, en termes de niveau, comme je dis, ils ont une très belle équipe, Aix, mais Perpignan quand même, voilà, ça fait très longtemps que l'USAP n'a pas eu une aussi belle équipe sur le papier avec un recrutement de qualité à l'intersaison. Ça n'a pas marché pour d'autres raisons certainement, mais en tout cas sur le papier, je pense que l'USAP sera supérieur. Justement, Jean-Baptiste Elissal, par rapport à cette saison de Perpignan, Mathieu Acebes parlait de ce recrutement où on a vu notamment, je pense aux arrivées de PC Liato, de Jamie Ritchie, l'international écossais qui a même été capitaine durant la saison, et pourtant démarrage avec 11 défaites de rang qui coûte le poste de manager à Franck Azema. Arrivée de Laurent Labitte, on voit un changement de style de jeu. Il y a quelques victoires intéressantes. On pense celle face à Toulouse à domicile au cœur de la saison. Et puis, il y a ces 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Donc, sur quoi réellement Perpignan peut s'appuyer? J'ai pas envie d'utiliser le mot certitude, mais est-ce que cette équipe elle a des acquis forts sur son jeu pour arriver face à Provence Rugby demain en se disant on est meilleur que cette équipe-là?
Je pense tout simplement qu'elle a des acquis quand même, cette équipe de Perpignan. En effet, tout a mal démarré. Ça, c'est certain. Ça a coûté, comme tu l'as dit, la place à leur staff. Mais je pense que Laurent Labitte, derrière le staff mis en place, a remis l'église au centre du village. Ils ont eu un jeu un peu plus équilibré, avec un peu plus de jeu au pied, une meilleure défense un peu plus haute. Tout s'est mis là. Et puis Laurent a joué sur la concurrence en disant on va voir l'équipe qui va se préparer. C'est quand même plutôt pas mal, puisqu'au moins là l'objectif était clair et affiché à tout le monde. Après, je pense que quand tu rentres trop dans la gestion, et c'est ce qui s'est passé dans les 5 dernières semaines, que tu commences à ménager certains mecs ou que tu mets beaucoup de concurrence, et forcément il y a un peu de relâchement d'un côté pour certains et un peu de tension pour d'autres, et c'est vrai que ça n'a pas donné des bons résultats. Maintenant, je pense qu'avec la fraîcheur et les capacités tactiques, les capacités physiologiques qu'a Perpignan, il semble être au-dessus de Provence, qui a fait quand même, comme vous l'avez dit, 7 matchs d'affilée, 6 matchs invaincus, puis là ils ont perdu. Il y a de la casse, la fatigue est là. Bien sûr qu'ils ont le rythme, mais moi ce que je voulais demander à Mathieu, c'était lui qui avait joué Provence, c'était à quel point stratégique, s'il était à Perpignan aujourd'hui, en ayant joué contre eux avec Biarritz, quel point stratégique il dirait à ses coéquipiers sur lequel appuyer pour essayer de faire basculer la rencontre. Bonsoir Jean-Baptiste. Non, nous, je trouve que cette année, Aix-en-Provence, c'est une équipe assez massive devant, et notamment dans le combat dans les rucks, avec, je pense à Harrison, qui est quand même un sacré pénible dans les rucks, et des avants très mobiles, le jeune troisième ligne français, et Jalagonia aussi, ils ont une belle troisième ligne. Je pense que dans un premier temps, la guerre des rucks va être primordiale, comme dans tous les matchs de rugby, mais encore plus sur synthétique, parce que le synthétique, c'est quand même difficile à appréhender inconsciemment. Des fois, on est un peu moins amené à aller au sol parce que ça brûle, parce que ça fait mal. Il y a un peu d'inconfort, notamment en plus avec la chaleur. Donc, je pense que le jeu au sol va être primordial, et la discipline dans ces phases de ruck. Après, honnêtement, pour revenir à l'équipe de l'USAP, je pense notamment à Giraud, le capitaine, c'est le 4e qui va faire. Je pense qu'il a aussi l'expérience de ces événements-là, et c'est aussi dans ces événements-là qu'on voit les grands joueurs. En fait, souvent les grands joueurs, qu'ils aient été ménagés pendant un petit moment, à l'instant présent, ils sont toujours là. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'USAP a quand même des grands joueurs et qui répondront présent demain. Philippe Sanguero, tu avais une question pour Mathieu Acebes, ancien joueur de Perpignan avec nous. Oui, une question un peu perso, et je sais que Mathieu est sans langue de bois. Alors, il y a une info qui était sortie en cours de saison d'un retour peut-être à l'USAP au moment où l'USAP allait pas bien, parce que on sait quelle place tu avais dans ce vestiaire sur le terrain, mais aussi dans la dimension psychologique. D'abord, est-ce que l'info était réelle? Est-ce que tu t'es vraiment posé la question de quitter le BO pour aller aider à sauver tes anciens amis catalans en cours de route? Alors, t'es quand même très très bien informé. Oui, effectivement, j'ai été reçu par l'USAP parce que ça n'allait pas bien tout ça, mais tu me connais, je suis quelqu'un de valeur et j'étais engagé à Biarritz. C'est pas comme si je sortais de la retraite et je revenais. J'avais donné mon engagement et serré la main à mon coach Boris Bourawa, et il était impossible, voire impensable, de tenir un discours à mes coéquipiers du Biarritz Olympique pour partir derrière, retourner chez moi, même si dans mon cœur, c'est sûr que ça aurait pu être fantastique, mais je m'étais engagé, donc j'allais jusqu'au bout de mon engagement en termes de joueurs. Et mais oui, on en a discuté, et puis de toute façon, depuis que je suis parti de l'USAP, je suis jamais très loin de l'USAP, puisque je vis encore à Perpignan. Je fais les allers-retours à Biarritz pour des raisons personnelles, parce que j'ai des affaires là-bas. Ma femme et mes enfants ont grandi à Perpignan. Elles ont passé leur vie à Perpignan, donc elles s'y sentent bien là-bas. Et j'ai préféré assumer la responsabilité de faire les allers-retours depuis 2 ans que d'imposer à mes enfants un changement qu'ils n'avaient pas envie. Voilà.
Dernière question pour finir avec vous, Mathieu Acebes. On attend plus de 2000 supporters catalans demain à 18h au stade Maurice David, qui ne compte qu'à peine plus de 8000 places. C'est dire aussi la force de ces supporters catalans, cette capacité à se déplacer, même si c'est pas l'autre bout de la France non plus, entre Aix-en-Provence et Perpignan, mais vous avez parlé au début de votre intervention de l'attachement de territoire. Qu'est-ce que ça représente très concrètement le rugby pour ces supporters catalans ? Je l'ai dit récemment à certains joueurs, quand vous mettez le maillot de l'USAP, vous êtes le seul club du top 14 ou de Pro D2 qui représente un pays. Pourquoi ? Parce que tout le pays catalan est derrière vous. Il y a un drapeau. C'est une région entière. C'est vraiment un pays. Au Pays Basque, il y a toujours la guéguerre entre Biarritz, Bayonne qui représente le Pays Basque. Il y a 2 clubs. À Perpignan, vous êtes le seul club des PO et le seul club qui a ce drapeau. Donc quand vous mettez ce maillot, en fait, ça va loin. Vous représentez vraiment un pays, pas que la ville de Perpignan. Vous représentez tous les Catalans, tous les gens qui sont mordus de l'USAP, mordus de leur territoire, mordus de ses couleurs. Et ça représente beaucoup pour la région. Voilà, il faut le vivre pour vraiment prendre conscience de ça. Mais mon ancien entraîneur que j'aime beaucoup, Patrick Arletas, disait souvent Perpignan, c'est le plus bel endroit pour jouer au rugby si vous gagnez, c'est le pire si vous perdez. Et c'est vrai parce que c'est tellement passionnel que il y a qu'un pas entre l'amour et la haine, voilà. Ça va très vite. Des anecdotes, j'en ai plein, mais on va y passer la soirée sinon. Mais merci beaucoup Mathieu Acebes d'être passé avec nous sur Sud Radio. Je pense pas prendre trop de risques en vous demandant votre pronostic et en imaginant le résultat qui sera en faveur de l'USAP. Ouais, je pense que l'USAP va réussir à mener un beau combat et rendre fier tout le peuple catalan. Et peut-être gagner un 3e access match donc sur les 8 disputés. Quatrième, oui, pardon. Il y a eu 3, il y a eu Montpellier entre, mais il y en a 3 pour lui. C'est parce que en fait, comme Mathieu en a disputé 2, pour moi c'était le 3e. Non, c'est le 4e là. Celui de l'an dernier à Grenoble, vous n'étiez pas là, Mathieu. Et la dernière équipe qui a gagné un access match de Pro D2 qui est monté, c'était Biarritz au tir au but face à Bayonne. Évidemment. Et depuis, c'est que le club de top 14 qui a gagné, donc 3 fois l'USAP, une fois Montpellier, peut-être une 4e fois l'USAP. Mais ce qui est fou avec ce match, quand je vois, là je fais une parenthèse sur l'équipe de Montpellier de cette année que je trouve impressionnante, même si elle a eu quelques joueurs qui sont arrivés, on se rappelle que Montpellier a quand même failli perdre à Grenoble il y a 2 saisons. Ouais. Et quand tu parles avec certains joueurs montpelliérains, ils te disent que s'ils perdent, c'est pareil. Donc pour voir... Et je rejoins ce que disait Philippe, on voit que quand même le niveau du haut de la Pro D2 et du bas du top 14, il y a quand même pas un monde d'écart. C'est ça qui est hyper bien, je trouve, pour le rugby français. Et on a hâte de suivre cet access match demain à 18h en direct du stade Maurice David entre Provence Rugby et Perpignan. Merci beaucoup Mathieu Acebes, joueur du Biarritz Olympique et ancien joueur de Perpignan, d'être passé sur notre antenne. On vous souhaite de bonnes vacances. Peut-être que c'est l'heure des vacances pour vous actuellement avant la reprise avec Biarritz. Dans quelques instants. C'est ma dernière. C'est votre dernière, il faut en profiter. Jordan Pileta, il disait ça aussi, il est revenu à l'USAP. Oui, mais... Ouais, non, mais là j'ai décidé, quand on attaque la saison en sachant que c'est la dernière, c'est différent, on prend tout. Et oui, voilà. C'est pour ça. Mais merci beaucoup Mathieu Acebes d'être venu sur notre antenne. On va pouvoir se plonger maintenant pleinement dans ce barrage entre Pau et le Racing 92 qui coup d'envoi dans 35 minutes. Désormais, on se retrouve dans un instant. Vous êtes de retour sur Sud Radio, on est en plein avant-match de ce premier barrage de top 14 entre Pau et le Racing 92 à une demi-heure du coup d'envoi désormais. Et il est temps de parler de la section paloise, une des équipes surprises de cet exercice 2025-2026. Et pour en parler avec nous, Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero sont toujours avec nous. Et on accueille sur Sud Radio l'ancien joueur de Pau pendant 3 saisons entre 2015 et 2018, Julien Pierre, deuxième ligne également du 15 de France. Bonsoir Julien. Bonsoir. Comment ça va ? Est-ce que ça va bien ? Ça va très bien, très très bien. Eh ben c'est parfait, on va pouvoir se pencher sur la section paloise avec vous. Juste avant, on va aller voir une petite minute Arnoré en direct du stade du Hameau pour faire un point sur la composition de la section paloise. Alors Jack Maddox est sorti touché, on ne sait pas si c'était touché à l'épaule ou une commotion le week-end dernier face à Montauban, mais hormis cette absence qui est importante pour la section paloise, tout le monde est là, Arnaud.
Ouais, effectivement, on a quand même Jack Maddox qui souffre d'un KO avec Manu. Ils se sont télescopés sur le dernier match face à Montauban, donc les deux sont forfaits pour cette rencontre. Mais effectivement, sinon on a remis tous les cadres par rapport à ce duel face à Montauban. On va la dérouler cette compo, puisqu'en première ligne on va retrouver Lexo Collège Villiers, Julian Montoya et Thomas Laclaya. Donc c'est la première ligne titulaire. En deuxième ligne, Hugo Radou associé à Jimmy Maximin. En troisième ligne, Luc Whitelock, Sacha Zeger et Becca Gorgadze qui est de retour, le numéro 8 géorgien capitaine. La charnière Dan Robson, Joe Simmons. Sur les ailes, Aaron Grandidien Kanang et Grégoire Arfeuille. Au centre, Fabien Broboiry et Emilien Gaëton. Et à l'arrière, Théo Atisogbe. Il y a tout le monde qui est de retour derrière. Et sur le banc, Luc Arret, Daniel Bibi-Biziou, Thomas Jolmes, Mickaël Capelli, Loïc Credos, Thibaut Daubagna, Axel Desperes et Siaté Tokolaï. Là je vois pas qui manque du côté de la section pour cette rencontre. Là on a quasiment tous les titulaires et cette ligne de trois quarts qui fait quand même rêver tout le monde. Eh bien merci beaucoup Arnaud. Ray, on reviendra vers toi pour parler du Racing 92. Mais avant ça, Julien Pierre, ancien deuxième ligne de Pau, je le disais, l'énumération de cette composition d'équipe au vu de la saison, finalement comment est-ce qu'on peut résumer cette équipe de Pau en un mot ou en une phrase, cette saison quand même à laquelle pas grand monde ne pouvait s'attendre? Invaincu à domicile, tout d'abord. Oui, non, voilà, la seule équipe du top 14 invaincue à domicile, qui a envoyé du jeu tout au long de la saison, qui a fait vraiment, qui a fait rêver ses spectateurs. Et moi, ce que j'ai envie de souligner aussi, c'est le travail du club en général qui a été fait derrière pour fédérer tout le territoire. Parce que quand on voit aujourd'hui la section paloise, c'est tout le Béarn qui rayonne. Et je crois qu'il y a eu un gros travail aussi derrière, au-delà sur le terrain, mais de tout le club. Et ça c'est beau. Vous étiez arrivé après la montée du club en top 14 en 2015, il y a 11 ans désormais. Est-ce que vous vous y attendiez à voir ces dernières saisons ce club exploser, et parce qu'on avait l'impression d'avoir un plafond de verre. Un coup c'était la survie pour le maintien plusieurs saisons, après c'était top 8, top 10, équipe qui assurait son maintien assez tôt mais qui pouvait pas jouer plus haut. Et là, l'an dernier, ils finissent 8e avec 8e avec 61 points. Il leur manquait un petit quelque chose. Et finalement, cette saison est la bonne. Est-ce que c'est une progression logique ou est-ce qu'il y a toujours cette forme de surprise finalement avec Pau? Non, il y a peut-être une forme de surprise, mais il y a une progression logique. Encore une fois, comme je dis, le travail qui est fait aussi derrière, au-delà du terrain, pour fédérer tout le territoire est important, pour fédérer tout le public. Le hameau bouillonne tous les week-ends, et ça aussi c'est la force de ce club véritablement. Donc oui, peut-être il y a une surprise aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment dominé, ils ont été longtemps deuxième de ce championnat derrière le Stade Toulousain, mais il y a aussi une forme de logique avec le travail qui a été fait avec Sébastien Peccheroni et tout son staff. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Thomas Domingo, évidemment, qui fera son dernier match au hameau en tant que coach. Mais voilà, c'est tout le travail du staff, de formation, de recruter des jeunes du territoire et de former cette entité, cette identité derrière béarnaise qui fait aussi la force aujourd'hui de la section. Jean-Baptiste Elissal, cette identité béarnaise de jeu comme d'esprit, elle est aussi incarnée par des jeunes joueurs issus du centre de formation ou post-formés au club. Ce sont ces jeunes pousses qui ont porté la section paloise. On pense en premier lieu à Théo Atisogbe qui a été blessé toute la première partie de la saison, mais qui est un international français clair. On pense à Emilien Gaëton, à Fabien Broboiry qui a éclos, ou encore la révélation Grégoire Arfeuille. Beaucoup derrière. Il y a aussi des très gros noms devant. Qu'est-ce qu'on retient finalement de cette saison à titre collectif et de ce travail de fond mené depuis des années? Que c'est une belle réussite de son manager qui a su passer beaucoup de compétences autour de lui, notamment dans la formation, qui a pris le temps de préparer ses joueurs, pas pour qu'ils jouent juste en équipe Fagnon, mais pour qu'ils puissent matcher avec les meilleurs. Et on voit l'éclosion des jeunes que vous avez dit. Mais avant de parler du fameux jeu palois, moi il y a quelque chose qui m'a marqué cette année, c'est que Pau était une équipe entre guillemets facile à manœuvrer avant, c'est-à-dire qu'elle n'était pas très costaud et très rude devant notamment. Et cette année, ils ont marqué 17 essais sur ballon porté, 12 à domicile, ce qui fait à peu près
pas loin de 2 essais sur 5 sur cette phase de jeu-là. Il rayonne en touche, je crois que c'est le meilleur alignement. Donc c'est quand même qu'ils ont placé la conquête un peu au centre des débats. Ils sont revenus à des choses essentielles. Ils dominent aussi les airs. Donc on a parlé de la touche, mais c'est le cas aussi des ailiers et du triangle arrière sur les jeux de dépossession. Donc voilà, ils ont quelques atouts et comme l'a dit Julien très justement, ils sont pleins de confiance, invaincus à domicile. Le seul doute que j'ai, c'est d'abord comment pour la plupart, c'est la première fois qu'ils disputent ce genre de match-là. Et pour les autres, c'est aussi que dans les 4-5 derniers matchs, Pau était quasiment sûr d'être qualifié, 2, 3, 4, on savait pas trop, mais j'ai pas senti Pau passer la 5e et la 6e sur le boîtier de vitesse. J'ai eu l'impression qu'ils sont restés dans un ronronnement, il nous suffit de gagner, voilà, un peu dans le calcul, et j'ai peur que cette non-charge et cette non-montée en intensité puisse leur faire bizarre, si ce n'est aujourd'hui, la semaine prochaine peut-être aussi. Julien, vous en avez connu des saisons avec des phases finales, notamment quand vous portiez le maillot de Clermont-Ferrand. Cette fin de saison paloise, comme le dit très bien Jean-Baptiste Elissalde, à quel point c'est dur quand on a une position, j'ai pas envie de dire confortable, mais quand on est en haut du classement, qu'on sait qu'on se dirige vers une phase finale, à quel point c'est dur d'arriver à 100% dans son jeu, dans son rugby, au-delà même d'être à 100% physiquement. Déjà, salut Jean-Bas. Non mais oui, je partage l'analyse de Jean-Baptiste. Beaucoup de joueurs, c'est les premiers matchs à élimination directe à domicile, donc il y a cette invisibilité, mais en même temps la charge de jouer à domicile qui peut être parfois pesante. Et puis c'est vrai que les derniers matchs, on a senti une équipe de Pau peut-être un peu, je sais pas, fébrile, je sais pas. Il y avait aussi cette excitation qui arrive, hein, donc on sait qu'on est qualifié. On est dans un partage, il faut pas se blesser parce qu'on veut jouer ces phases finales, mais en même temps il faut monter en puissance parce que là c'est un autre championnat. C'est totalement un autre championnat. On c'est plus un match top 14, c'est un match d'élimination directe où chaque erreur va compter très fort. Faut pas oublier que le Racing, il y a quelques semaines, est passé pas de loin de l'exploit au Hameau, hein. Oui. Donc faut pas l'oublier. Voilà, attention, c'est pas un match pareil, c'est un match différent. C'est un match différent. Justement, Philippe Spanghero qui est toujours avec nous. On est en train de parler un petit peu de cette jeunesse qui est moteur à la section paloise dans cette très belle saison. Est-ce que, même si certains ont découvert le niveau international avec l'équipe de France, est-ce que le mur des phases finales de top 14, qui est quelque chose de très particulier, ne peut pas être trop gros pour ces jeunes pousses-là ? Honnêtement, je me pose la question de savoir si l'expérience acquise au fil des années en top 14 et puis en équipe de France pour certaines de ces joueurs peut venir compenser ou renforcer l'expérience de ces phases finales du top 14. J'ai pas la réponse. Julien et Jean-Bas l'auront certainement mieux que moi. Moi, je rebondis sur ce que disait Jean-Bas. C'est vrai que mon interrogation, on en a déjà parlé hier avec Aberageb, c'est dans les dynamiques, cette montée en puissance de la section paloise. J'arrive pas à savoir si ces joueurs ont pas été quelque part inhibés ces dernières semaines quand ils ont vu se rapprocher justement l'échéance, parce que ils courent derrière match référence depuis quelques semaines maintenant, hein. Ils ont fini malheureusement, c'est le hasard du calendrier, mais sur un match quand même, une opposition extrêmement faible contre Montauban. Avant ça, ça avait été très poussif contre Clermont, même si Clermont a fini fort et que c'était une opposition sérieuse. Avant ça, il y avait eu un match quand même qui n'était pas abouti contre Castres aussi. Donc dans la dynamique de fin de saison, cette montée en puissance, j'ai un point d'interrogation sur cette équipe de la section paloise et j'arrive pas à savoir si c'est vraiment lié au contexte des matchs pris les uns séparément des autres ou par cette quelque part chape de plomb inconsciente quelque part d'avoir cet événement à vivre et à assumer au Hameau. Justement sur ces matchs de phase finale, Julien Pierre, on parlait tout à l'heure du jeu d'avant et que Pau était capable de marquer des essais sur plein de formes différentes. On a vu des trois quarts, on a vu des jeux structurés avec un système offensif sur plusieurs temps de jeu, on a vu des essais aussi sur ballon porté. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation de se dire, à match coup près face à une équipe très dense, commençons d'abord par assurer les basiques et quitte à resserrer un peu plus le jeu?
Je pense pas que ce soit la philosophie aujourd'hui du staff et des joueurs. Je pense qu'ils vont vouloir jouer leur jeu au maximum. Voilà, ils sont costauds en mêlée. Ils connaissent aussi leurs forces. Ils sont costauds en mêlée, ils sont costauds en touche avec un Oradou qui est quand même un poison en touche adverse, qui chipe je sais pas combien de ballons et qui est quand même une tour de contrôle dans l'alignement. Je crois qu'ils sont sûrs de leur force, mais c'est vrai que il y a cette interrogation sur cette échéance même de ces phases finales qui est différent et cette pression de jouer encore à domicile, quoi. Oui, écoutez, merci beaucoup Julien Pierre d'être venu avec nous. Est-ce que vous avez un prono pour ce soir, tiens, avec un score exact, évidemment, pas juste l'équipe vainqueur. Un score exact, évidemment, c'est trop facile. 30, allez, on va avoir des essais quand même ce soir, parce que les équipes sont envoyées toute l'année. 35-27 pour la section. 35-27 pour la section qui pourrait remporter son premier match de phase finale depuis 26 ans, puisque la section paloise n'a pas été en phase finale de première division du championnat de France depuis le début du siècle. Donc voilà, on va voir, on a hâte. Et dans quelques instants, on parlera du Racing 92 avec nos deux consultants Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. Merci beaucoup Julien Pierre d'être venu sur notre antenne. Et on revient dans un instant pour parler de ce Racing 92. De retour sur Sud Radio Rugby pour ce dernier quart d'heure d'avant-match, avant ce premier barrage de top 14 entre la section paloise et le Racing 92. On file tout de suite au stade du Hameau pour parler de ce Racing 92. Arnaud Ray dans une ambiance qui est montée d'un cran, semble-t-il. Ah oui, là le stade est quasiment plein. Là, on a fini de se restaurer dans les buvettes. On s'est bien échauffé. Et là, il y a vraiment tout le public qui est en train de suivre les échauffements. Ce sera un match à guichet fermé, je le répète, mais on sera à plus de 15 000 ce soir au Hameau. Il fait super beau, pimpette devant. Et je peux vous dire que les deux échauffements sont intenses et précis. Il n'y a pas beaucoup de ballons qui tombent. On sent qu'il y a de la concentration. Sur les compositions du Racing 92, on disait qu'il y avait peu d'absents à Pau face en face le Racing 92, il y a quelques absents et il y a surtout des choix forts. L'envie de peut-être d'avoir une énergie sur 80 minutes avec des hommes forts sur le banc. Ouais, effectivement, si on parle des absents, on peut parler notamment de Nathan Hughes, le troisième ligne qui ne jouera pas, qui a fait le déplacement, qui est là mais qui jouera pas, ou encore Ouamene Touvi, Ibrahim Diallo, mais aussi Fabien Sanconi qui est suspendu. On va la dérouler cette compo du Racing avec en première ligne Gouram Gogikashvili associé à Yannick Tarit et Demba Bamba. La deuxième ligne Thomas Leno avec Romain Taofi-Fenu à capitaine. Troisième ligne Maxime Bodon, Jonathan Hill et Shingarai Maniarara. La charnière Léo Carbono, Antoine Gibert. Sur les ailes Max Spring et Wilfried Huleux. Au centre, Joseph Manu et Vinaya Abossi. Et à l'arrière, Sam James. Et cette association au centre, elle est importante puisque sur le banc, vous allez le voir, on aura Diego Escobar, Edouard Djabéa Njok, Lekima Tagui Valou, l'ancien palois, Jordan Joseph, l'ancien palois aussi, Hugo Sun pour l'ouverture, mais aussi Gaël Ficou, Joshua Tuisova et Taniela Tupou. C'est très très solide le banc du Racing 92 pour, comme tu l'as dit, essayer de maintenir un niveau de puissance et de destruction massive tout au long de la rencontre. Merci beaucoup Arnaud Ray. On reviendra vers toi au moment des dernières minutes de la Ognada et du coup d'envoi. On va profiter de ces dernières minutes avec nos deux consultants pour se pencher sur le Racing 92 et messieurs, j'ai envie avant de vous lancer, de vous passer un sonore. On est à la 20e journée de top 14. Pau reçoit le Racing 92. Le Racing est en passe de faire un débraquage de la saison. Mène sur la pelouse de la section paloise. Et puis il y a un essai de Luke Whitelock qui permet à l'accession de repasser devant. Mais le Racing tient un bonus défensif avant un essai d'Emilien Gaëton. 27, 79e et 58 secondes exactement, donc 2 secondes avant la sirène après ce coup de pied de renvoi. Ça y est, la sirène, elle est là au stade du Hameau et le ballon il est réceptionné par les Palois et en plus on joue le coup à fond. C'est Aaron Grandidier qui va offrir peut-être l'essai à son coéquipier. Oui, l'essai de la section paloise qui va enlever le bonus défensif au Racing 92. C'est Emilien Gaëton qui récupère ce ballon de Grandidier
sur la réception du coup de pied de renvoi. Grandidier saute au-dessus de tout le monde, efface la défense et transmet de manière un petit peu académique à Gaëton qui se saisit du ballon un petit peu par miracle et qui va aplatir cet essai. Cet essai qui avait fait très mal aux têtes Racing Men. Patrice Colazo était dépité, dégoûté tout simplement. Conférence de presse d'après-match. Philippe Spanghero, après ce match, sur les 6 dernières journées, le Racing 92, c'est 5 victoires, 1 défaite, 24 points pris sur 30 possibles. N'est-ce pas là le point de départ de cette folle fin de saison du Racing 92 ? Si, très certainement, c'est le point de départ dans la confiance collective. On la sentait quand même grandir. C'était vraiment l'inconnu pour moi de ce championnat, ce Racing de cette saison. On en avait parlé en début de saison parce que, comme un peu quelque part à Montpellier, il y a un vrai changement de philosophie dans ce club où on a fait confiance à la jeunesse française beaucoup plus. On s'appuie de moins en moins sur des stars internationales et donc on ne savait pas trop. Et puis Philippe, 11 arrivées, 14 départs dans l'effectif et surtout Arnaud Tourtoulou qui était arrivé en cours de saison et qui était coprésident avec Laurent Travers. Qui est revenu voilà, exactement. Parce qu'il connaissait très bien la maison. Arnaud, j'avais pas mal travaillé avec lui à l'époque. Au milieu des années 2010, il était déjà directeur général quand le Racing était champion en 2016. Donc Arnaud Tourtoulou qui revient dans la maison, qui est seul et clair président du Racing 92, et Patrice Colazo arrivé en cours de saison qui a définitivement les clés du camion du sportif et ça on sent que pour plus de clarté pour le projet francilien, pour repartir sur des bases plus saines, on sent que ça fait du bien aussi à cette équipe du Racing. Oui, ça fait du bien, on l'a senti sur le terrain aussi, puisque ce Racing il finit 3e meilleure attaque du championnat avec 828 points. Donc on a senti un Racing quand même sûr de ses forces, et tu le disais, notamment sur cette montée en puissance sur la fin de la phase régulière. Et donc c'est un Racing qui arrive, je crois, décomplexé sur la pelouse du Hameau ce soir, parce que encore une fois, il n'y avait pas beaucoup d'attente et de pression sur ce club et sur les épaules de Patrice en début de saison. Il avait dû se la mettre tout seul, parce que les images de la fin du match la semaine dernière à l'Arena et ses larmes montrent que certainement ça relâchait aussi beaucoup de pression. Mais en tous les cas, ça va être un match très intéressant à suivre, parce que on a deux équipes qui sont fortes sur les fondamentaux, mais très portées vers l'offensive. Jean-Baptiste Elissal, justement, n'y a-t-il pas là un paradoxe entre une équipe du Racing 92 qui est la 3e attaque du championnat et une équipe qui, tout au long de la saison, a semblé être une de celles qui porte le moins le ballon, une de celles qui fait le moins de franchissement et qui arrive à mettre à mal beaucoup d'équipes sans être flamboyant plus que ça? Ouais, c'est vrai. Ça fait partie du profilage de l'équipe. Ils ont beaucoup de facteurs X, beaucoup de très gros costauds, chers à Patrice Colazo. Patrice dans toutes les équipes qu'il a pu façonner, a toujours aimé les gros porteurs. C'est lui qui a fait venir Antonio à La Rochelle, Botia qui l'a passé de centre à 3e ligne. Il a toujours eu des joueurs comme ça. Il aime beaucoup les joueurs fidjiens et c'est vrai que le Racing n'a pas besoin de faire énormément de temps de jeu ou de développer des plans de jeu très très compliqués pour franchir l'adversaire. Ils ont tellement de joueurs costauds. Donc ça va être le premier paramètre, comment les Palois vont réussir à ne pas ce que Tuisova, Abossi, Manu et d'autres prennent de la vitesse et cassent les lignes. Et l'autre truc, ça va être le centre du terrain, les paires de centre, Abossi, Manu, Tuisova, peut-être Ficou face à Brobois et Gaëton. C'est là où ça va se passer aussi. On sait que quand tu prends la ligne d'avantage au milieu de terrain, c'est toujours plus facile et on verra quelle paire de centre s'en sortira le mieux. Il y a ça qui est intéressant. Et puis pour ce qui est du Racing, moi ce que j'ai vu, je les voyais pas sincèrement arriver là, c'est une grosse énergie collective qu'ils ont été trouvés en perdant de peu. C'était un penalty sans goal, avait dit oui. Colazo à l'époque à Pau, mais aussi en allant se faire quelques résultats dans le dur à l'extérieur et surtout en faisant une fin de saison en boulet de canon avec en point d'orgue ce match face à Clermont où tout leur a réussi et là ils ont pris une dose de confiance assez incroyable. Ouais, il y a 4 victoires à l'extérieur pour le Racing 92 cette saison, à Perpignan, à Bayonne et puis 2 dans le sprint final à Montauban et à Clermont justement lors de la 25e journée. Je ne vous ai pas posé la question quand il s'agissait de la section paloise, mais
Pour ce qui est du Racing 92, si vous aviez un facteur X à retenir sur cette rencontre, le joueur qui peut la faire basculer justement cette rencontre de phase finale, ce serait qui, Jean-Baptiste? Abossi pour moi. Abossi. Celui, il est surnommé dans le championnat le tronc d'arbre. Ouais, c'est sincèrement le mec qui fait avancer les autres. Et si les Palois le défendent pas bien, notamment à deux, le cadre pas bien, il va forcément passer les bras et là tout peut se passer. Ils ont aussi l'autre ailier fidjien, ils ont Manu qui rayonne au milieu du terrain. Ils en ont un paquet des comme ça, et Tuisova quand il rentre, qui fait aussi beaucoup de différence. Mais Abossi pour moi est le plus parlant cette année. Et dernière petite question. Il est d'ailleurs sur le terrain, quel que soit son poste. Avec toi, Jean-Baptiste, ton regard sur cette jeune charnière. Antoine Gibert a peut-être 27 ou 28 ans, mais sur l'apport il est plus si jeune. Hein. Oui, sur la première saison au Racing de Léo Carbonneau, on voit cette charnière qui s'est installée. Il y avait Carbonneau-Son en début de saison. On a basculé sur Carbonneau-Gibert sur la deuxième partie de Top 14. Il y avait Geronimo Pricciantelli, et effectivement aussi l'international argentin. Mais ton regard, Jean-Baptiste, sur cette charnière qui anime et qu'on sent aussi de plus en plus complémentaire. Pour ce qui est du petit Carbonneau, ce n'est pas un scoop. Il avait toutes les qualités pour pouvoir s'imposer. Ça sent le rugby. C'est quand même un mec issu d'une famille très rugby, qui a des caractéristiques de joueur de rugby. Si on lui met un autre numéro dans le dos, il s'en sortira aussi largement. Pour ce qui est de l'ouverture, ils se sont cherchés un petit peu. Et en effet, c'est Hugo Son qui avait fait un plutôt bon début de saison en arrivant de là où il arrivait, de Serre d'Aurillac et du fond de tableau de Pro D2. Donc c'était assez surprenant. Preciantelli, c'était un choix un peu plus par défaut pour faire tourner. C'est plus peut-être un arrière. Voilà. Enfin, il a pas porté toutes les garanties. Et du coup, Gibert est arrivé au bon moment, quand l'équipe a bien fonctionné. Il a eu, comme c'est un garçon qui a quand même de l'allant offensif et du talent et un bon pied gauche, il a réussi à être dans le bon coup au bon moment, et c'est lui qui a grillé la politesse à tout le monde. Mais voilà, la charnière d'en face a aussi pas mal d'expérience. La charnière anglo-saxonne, elle pèse aussi bien sur le jeu. Moi, je vous dis, c'est peut-être plus au niveau du milieu du terrain que j'attends les débats, plus que sur la charnière. Philippe Spanghero, j'ai demandé un facteur X du côté du Racing 92 à Jean-Baptiste Elissalde. Si tu devais en choisir un à Pau, ce serait lequel? Le chouchou, on va parler du chouchou de Jamba, Brobory. Il a annoncé très tôt dans la saison, le Brobory Jamba. Bien sûr. Fabien Brobory, le premier centre. Il a eu quand même des fulgurances. Il y en a eu deux énormes. C'est pour ça que La Rochelle qualifiée et Brobory. Vraiment, La Rochelle et Brobory, c'est le top des annonces quand même. Si vous prenez des consultants pour... Et non, on avait dit dès la première journée que le Stade Français, c'est devant le Racing. Bon, pas de beaucoup, hein, mais ça a été le cas aussi. Et ça reste devant. Ah, oui, non, mais oui, ça reste devant. Moi, j'avais dit que le Stade Toulousain serait dans les 6, mais personne n'a relevé. Bon, après, je pense que la part de risque n'est pas énorme. T'avais pas dit que le Stade Toulousain serait le seul club qualifié de la saison dernière qui serait qualifié encore cette année? C'est vrai. Pour finir. Non, par contre, juste pour rebondir là-dessus, quand même, pour le produit Top 14 et pour sa valeur et l'incertitude aussi de ces phases finales, c'est quand même une très bonne nouvelle. Pour finir, messieurs, cet avant-match avec vous à quelques minutes du coup d'envoi entre Pau et le Racing 92, un pronostic et un score exact. Jean-Baptiste. Allez, c'est maintenant d'avoir du nez encore, Jean-Baptiste. Je vous entends plus. Ça marche très bien. C'est marrant. Hein. Non, je sais pas. Là, ça reste un peu plus compliqué. Alors, je vais mettre Pau, parce que je fais confiance à la data. Pau est invaincu chez lui. Pau a, me semble-t-il, une meilleure conquête. Pau domine et dominera certainement l'aérien. Et reste à savoir s'ils vont arriver à emprisonner, à ne pas faire prendre de vitesse au facteur X de Racing. Mais pour tous ces éléments-là, je mettrai Pau devant. Pas forcément énormément, parce que c'est deux équipes qui marquent pas tant d'essais que ça, notamment les bonus offensifs. Je crois qu'ils sont dans les derniers du top 14 à domicile et à l'extérieur. Donc ça sera pas un grand... Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'essais. Je vais mettre 28-19 pour Pau. 28-19 pour Pau. Philippe Spanghero, un prono avec score exact. Je l'ai annoncé dans notre groupe. J'ai mis 29-23 pour la section. Comme Jamba, je vois pas la section passer à côté à domicile, mais je pense qu'ils auront un match compliqué.
et un écart de score faible. Eh bien merci, on va se diriger d'ici quelques instants au stade du Hameau pour ce premier barrage de top 14 entre la section et le Racing 92 et vérifier si le pronostic de nos deux consultants se confirme. Merci messieurs d'avoir fait vivre cet avant-match avec nous, on se retrouve dans quelques instants.